Exactement 20h30 sur notre chaîne. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à votre édition de ce soir. La 8e édition du Forum de Paris sur la paix qui s'est déroulée du 29 au 30 octobre 2025 à Paris s'est achevée hier après des discussions internationales de haut niveau sur la paix, le climat et l'impact des progrès technologiques sur les peuples qui ont notamment été au cœur de ces échanges. Monsieur Baudouin Niobé, vous êtes sur place à Paris. Eh bien, dites-nous comment ça s'est passé. À vous l'antenne. Effectivement, grâce aujourd'hui, nous sommes arrivés au thème des 2 jours du Forum de Paris sur la paix qui s'est déroulé ici au Palais de Chillot à Paris. Il faut dire que la 8e édition du Forum de Paris sur la paix qui s'est déroulée du 29 au 30 octobre s'est achevée ce jeudi après des discussions internationales de haut niveau sur la paix, le climat et l'impact des progrès technologiques sur le peuple et qui ont notamment été au cours des échanges. Plus de 15 chefs d'État et de gouvernement, 25 ministres du monde entier assis au forum au palais de Challot dans les locaux du musée de l'Homme et du musée de Marine au pied de la tour Eiffel. Il faut dire que ça drainait beaucoup de monde qui sont venus pour pouvoir échanger et partager un certain nombre de choses avec les populations, les acteurs de la société civile venus des autres pays pour assister. À l'honneur, le thème Nouvelle coalition pour la paix, le peuple et la planète a réuni 50 intervenants, donc 186 conférenciers qui sont venus pour pouvoir assister à cette grande rencontre qui a réuni le monde. Table ronde ont réuni plus de 4000 participants venus de ces 25 pays. La journée du 30 octobre a été marquée par des débats sur l'IA, parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait ce qu'on appelle la une de l'actualité dans le monde. L'espoir de paix israélo-palestinien, ukrainien, la région du Grand Lac et l'avenir du droit humanitaire. À cette occasion, l'organisation dévoile la liste des 10 projets de terrain qu'elle soutiendra en 2026 dans ce cadre dans le cadre de son programme de Scale Up. Le mot qui aujourd'hui a fait glaner toute l'Afrique, tout le monde ici, c'est la place que devrait avoir désormais le continent africain au niveau de l'ONU, parce que aujourd'hui, comme le disait si bien le président ghanéen lors d'une session d'atelier, l'Afrique en général n'a pas une représentation et qu'il faudrait une rotation au niveau de l'Union africaine. Et bien évidemment, la candidature de Madame Bachelet a été retenue pour pouvoir être soutenue dans le cadre des nouvelles staff qui devra diriger l'ONU. En direct du palais de Challot, Baudouin Niobé à Paris, au Tchad 24. Conformément à leur décision de se retirer de toutes les activités politiques, les partis membres du groupe de concertation des acteurs politiques GCAP ont matérialisé leur départ en procédant ce 31 octobre à la fermeture officielle de leur siège. Cette étape concrétise l'annonce faite il y a quelques semaines. Hassan Issaka Ali. Le paysage politique tchadien a connu un tournant symbolique et radical ce vendredi. Conformément à son annonce préalable, le groupe de concertation des acteurs politiques GCAP a matérialisé son retrait de la vie nationale en procédant à la fermeture officielle et coordonnée des sièges de ses partis membres. Cette action, présentée comme un geste fort de protestation, a débuté au siège du Parti Les Verts à Atron avant de s'étendre à ceux d'autres formations telles que le PAP-GS, le DPC et les Patriotes sur l'ensemble du territoire. Les dirigeants du GCAP justifient cette démarche par un constat sans appel. Ils pointent du doigt un contexte marqué, selon eux, par des arrestations et des intimidations d'opposants, des condamnations politiques et une dérive autoritaire qu'ils estiment consacrée par la nouvelle constitution. Nous avons scellé définitivement le siège de notre parti. Dans les heures qui suivent, sur l'ensemble du territoire, le même procédé va se suivre. Aussi, nous voudrions remercier des milliers de Tchadiens, les organisations politiques et celles de la société civile qui nous ont soutenus. Ce n'est qu'un début. Comme nous avons dit, notre retrait, ce n'est pas une résignation, ce n'est pas une démission, c'est une solution au problème du Tchad et des Tchadiens. Nous sommes à la deuxième étape
de notre opération. Ici, nous sommes devant le bureau du pape Gies, dont je suis le président. Et d'ici, nous allons continuer au siège de l'UPD pour procéder à la même opération. Et ensuite, nous allons le clôturer par le siège de Bololo. Nous refusons de faire l'opposition face-face ou l'opposition de façade. Nous refusons l'imposition. Ces retraits massifs représentent un défi significatif pour la crédibilité du dialogue politique promis par les autorités et marquent une rupture profonde dans l'échiquier politique tchadien. Le Parti des travailleurs pour le progrès et l'adhésion sociale, le Petit Pas, a adressé une lettre ouverte au président de la République, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, pour plaider en faveur de l'emploi des jeunes et des femmes. Le Petit Pas appelle le chef de l'État à des réformes profondes et à un engagement fort pour un développement inclusif et durable à la veille de la table ronde du PND Tchad Connexion 2030. Je vous propose de suivre un extrait de la présidente du Petit Pas, Bara Deneram. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, permettez-nous d'amorcer ces quelques lignes par une analyse de la situation économique et sociale du Tchad. Et nous demandons votre indulgence par avance sur nos perceptions relatées par la présente pouvant causer des désagréments à votre appréciation. À la veille de la tenue de la table ronde du PND Tchad Connexion 2030, le peuple tchadien résilient suffoque face à la situation d'extrême précarité depuis des décennies. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous sommes le Parti des travailleurs pour le progrès et l'adhésion sociale, appelé Petit Pas. Notre devise est travail, progrès, adhésion sociale. Notre credo est le plein emploi pour la dignité de la jeunesse et la souveraineté du peuple. Nous vous interpellons principalement par devoir citoyen de vouloir un développement profitable à tous les Tchadiens. L'analyse du bilan économique et social est alarmante. Ce bilan ne reflète point votre allocution lors du sommet de l'Union africaine de février 2025, exhortant les pays africains à produire et à transformer en local leurs matières premières pour sortir de la pauvreté et atteindre la souveraineté économique. D'après la source de trading économique, la dette publique tchadienne atteindra 34% du PIB à fin 2025, ce qui place le Tchad parmi les derniers de classement régional, soit 41e sur 44. Une cérémonie de remise d'attestation aux employés de l'ARCEP formée par l'entreprise M2B Toubi Malco s'est tenue ce vendredi 31 octobre 2025 dans les locaux de cette dernière. Plusieurs invités de marque, dont Josiano Sikal, ont pris part à l'événement. Au total, 8 agents de l'autorité de régulation des communications électroniques et postales ARCEP ont bénéficié d'une formation en informatique avancée dispensée par TOMB Malco. Cette entreprise spécialisée a pour objectif de renforcer les compétences des jeunes, des professionnels, des entreprises et des institutions. Dans cette optique, les employés de l'ARCEP ont suivi avec succès un programme portant sur Microsoft Office Pack, la communication digitale et les outils de collaboration. La formation a été dirigée par le président directeur général de TOMB Malcolm Mbaikou Dakoum, pour qui cette initiative représente une opportunité majeure de développement des compétences informatiques. Nous avons initié une formation sur les outils de collaboration d'équipe. Pour cela, nous sommes allés de façon progressive en faisant une mise à niveau sur le Pack Office. Entendez bien Pack Office, pas apprendre à saisir, mais sincèrement toucher généralement ce que beaucoup ne touchent pas. Imaginez un peu des touches F1 à F9, les qui arrivent à manipuler ça. Donc lorsqu'on vous envoie par exemple un module de formation, c'est après avoir étudié les cas, même ceux qui ont fait secrétariat, ne touchent pas les F1, F2, F9 et tout ça. Après ça, nous avons basculé côté com digital.
avec présence en ligne, pour finir avec l'outil de collaboration en ligne. Alors, comprenez ceci, les outils de collaboration vont vraiment vous aider, même vous journalistes, à quel niveau? Au niveau de la coédition de vos rapports. Généralement, vous êtes sur le terrain, beaucoup utilisent les groupes WhatsApp, mais il faut aussi évoluer avec la technologie. Cette attestation vient reconnaître l'engagement, la participation et le respect des exigences du programme, ainsi que les efforts déployés par l'entreprise pour atteindre les objectifs fixés. La cérémonie s'est déroulée en présence de l'équipe de l'ARCEP, marquant une étape importante dans le partenariat entre les deux entités. La cérémonie de lancement de la campagne d'organisation du Hajj 2026 s'est tenue ce 31 octobre au ministère des Affaires étrangères. L'occasion pour les autorités de dévoiler la feuille de route et de rassurer les futurs pèlerins sur la qualité du prochain pèlerinage. Durkidank Rolta Solange. La cérémonie de lancement a débuté par la lecture du Saint-Coran, suivie de la projection d'un film rétrospectif sur l'édition 2025 du Hajj. Dans son discours d'ouverture, le président de l'organe de régularisation et de gestion du pèlerinage, M. Gal Idriss Dokoni Adike, a exprimé sa gratitude au président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, pour le renouvellement de sa confiance en le maintenant à la tête de cette institution pour la 4e fois. Il s'est engagé à améliorer les conditions du pèlerinage pour faire de l'édition 2026 un succès. Je vous demande aussi de transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, toute notre reconnaissance pour le soutien qu'il n'a cessé de nous apporter dans l'organisation de cet événement qui est très important. Pour ma part, c'est un grand honneur et une infinie reconnaissance envers Allah, tout d'abord, parce que c'est grâce à lui que nous sommes tous ici réunis. Et je voudrais préciser que avec cette année 2026, ça serait pour la 4e fois que je reviens à la tête de cette institution. Et j'espère que 2026 sera aussi meilleur que 2025. Gundul Vikama, représentant le ministre d'État, ministre de l'administration du territoire, a lancé un appel à la culture de l'amour et de la paix. Je voudrais demander à tous les fidèles d'intercéder auprès d'Allah, de mettre dans le cœur de tout un chacun de nous l'amour. Parce que sans l'amour, nous ne pouvons jamais arriver à Allah. Nous demandons aux imams de prier beaucoup pour notre pays, le Tchad, de prier pour nos dirigeants, pour que l'élan que nous avons pris soit arrivé à bon port, et cela au profit de toute la population tchadienne. Il convient de souligner que le coût du Hajj 2026 demeure inchangé, fixé à 3 062 000 francs CFA comme l'an dernier. Les autorités rassurent toutefois les futurs pèlerins quant à une nette amélioration de la qualité des prestations et de l'accompagnement tout au long du pèlerinage. Dans le cadre de la célébration de l'anniversaire des 21 ans d'existence d'église évangélique Maranatha Tchad, une coalition de pasteurs a animé la conférence de presse ce 31 octobre à l'hôtel Radisson Blu de N'Djamena. Au menu d'échange le rôle de l'évangile dans la résolution des défis sociétaux. Ngakoto Mathurin. La conférence a rassemblé des pasteurs venus du Bénin, de la République démocratique du Congo, de la Côte d'Ivoire, d'Angola et de la Belgique qui ont uni leur voix à celle de nombreux révérends tchadiens. Peu avant le début de l'événement, les organisateurs ont présenté les diverses activités prévues qui se dérouleront du 1er au 5 novembre. Celles-ci incluent des actions spirituelles, sociales, marketing, mettant notamment en valeur les produits locaux. Selon Dr Sitak Yombatnan Beni, pasteur de Maranatha, l'objectif principal de cette célébration est de rendre le Tchad viable et de replacer l'Église au cœur de la nation. C'est une nouvelle génération qu'on veut lancer. On veut que d'ici 20 ans, on ait une nouvelle génération de Tchadiens intègres, qui ont la crainte de Dieu, qui ne volent pas l'argent public, qui ne confondent pas leur poche avec la poche, n'est-ce pas, de l'État. On veut avoir des Tchadiens comme ça, qui respectent, n'est-ce pas, le grand frère, toutes ces valeurs qui ont disparu. Il n'y a même plus de civisme aujourd'hui dans nos établissements. Donc on veut ramener le civisme, n'est-ce pas, non seulement au cœur de l'Église, mais au cœur de la nation. Et pour ça, nous avons besoin, n'est-ce pas, de bâtir des hommes et des femmes sur 3 choses. Le civisme, la citoyenneté et le patriotisme. Dialogue interreligieux, interculturel,
Ils nous diront également un peu ce qu'ils font dans le domaine de vivre ensemble, dans le domaine de la tolérance, de la paix et tout ça, avant que nous puissions avoir la conférence publique, mais ça va être orienté davantage pour la nouvelle génération. Le 1er novembre, date qui coïncide avec la Toussaint pour les catholiques, l'église évangélique Maranatha lancera une conférence inaugurale sur le thème « Tchad, promouvoir les valeurs spirituelles, républicaines, sociales d'une nation forte et prospère ». Cette initiative est d'autant plus pertinente que l'appel à l'unité qui est crucial aujourd'hui. Un message clé pour réfléchir aux failles qui entravent l'élan spirituel et social du Tchad. En arméen, Maranatha signifie le Seigneur vient. Selon Dr Sitak, cette église est née d'une cellule de prière établie sur le campus de l'Université chrétienne d'Afrique centrale. À la veille de la Toussaint, célébrée demain 1er novembre par les chrétiens du monde entier du Tchad, l'heure est au recueillement et à la préparation. Munis de balais, de râteaux et de pelles, de nombreux Djaménois se rendent dans les cimetières pour nettoyer et honorer la mémoire des défunts. Au cimetière de Toukra, situé à la sortie sud de la capitale, l'ambiance est particulière entre ferveur pieuse et activité laborieuse. Reportage de Mohamed Brahim et Yango Abdoulaye pour Tchad 24. C'est un rituel immuable. La veille de la Toussaint, les familles se rendent dans des cimetières pour rendre hommage à leurs défunts, nettoyer et fleurir leurs tombes. Dans le 9e arrondissement de Djamena, le cimetière de Toukra est en effervescence. Dès les premières lueurs de l'aube, des familles équipées de balais, de râteaux, de pelles et de bidons d'eau s'affairent à redonner de l'éclat aux dernières demeures de leurs proches. Aimé et ses frères sont à l'œuvre depuis 6 heures du matin. Pour eux, comme pour beaucoup, cette journée revêt un caractère sacré. Aux morts, on leur dit qu'on ne les a pas abandonnés. C'est pour qu'on est là avec eux pour nettoyer leurs tombes et leur dire un mot. Que vraiment on ne les a pas abandonnés. Et les herbes qui sont posées sur leurs tombes là, c'est vu au temps qu'on n'est pas venu. Donc on est venu leur rendre visite. On est reconnaissant envers eux aussi. L'ambiance est à la fois recueillie et studieuse. Sur certaines sépultures, des fleurs fraîches sont déposées avec soin, accompagnées parfois d'objets symboliques ou d'offrandes. Madame Dominique, le geste posé semble apaisé après avoir accompli cette tâche matinale. On a passé un petit temps, on a prié pour ceux qui se reposent. C'est symbolique pour prouver que même ceux qui sont morts, on ne les oublie pas. On a toujours dans l'esprit et on est venu quand même une fois par année pour leur dire qu'ils sont toujours dans nos cœurs. Hommes, femmes et enfants participent activement à cette opération de nettoyage collectif, imprégnant les lieux d'une solennité partagée. Cependant, derrière cette ferveur collective se cachent aussi des drames discrets. Ramian Osé erre, le regard perdu, le visage marqué par le désespoir. Il explique avoir perdu la trace de la tombe d'un être cher, faute de repères suffisants. Une triste réalité qui contraste avec l'effervescence générale, rappelant la fragilité de la mémoire. En ce jour de préparation à la Toussaint, le cimetière de Toukra vit au rythme des gestes de piété filiale et des souvenirs qui, pour certains, se heurtent à l'oubli. Passation de service et installation d'une nouvelle équipe du cabinet du maire à la commune de Bangor. Cérémonie présidée par le maire de la commune de la ville de Bangor en présence des autorités administratives traditionnelles et de la communauté. Tondouksou Daniel Gorsou et Abakar Timé. C'est dans une ambiance solennelle que se tenue dans le jardin de la mairie la cérémonie de passation de service à la commune de Bangor entre le secrétaire général sortant Samuel Soupata François et le secrétaire entrant Sebana Daniel. La cérémonie s'est aussi marquée par le renouvellement des régisseurs et l'installation officielle d'une nouvelle équipe du cabinet du maire. Les civilités ont commencé par la lecture des arrêtés communaux. Dans son discours bilan, le secrétaire sortant Samuel Soupata François énumérer des difficultés que traverse la commune et se réjouit d'avoir rendu service tout en attirant l'attention de son successeur sur la tâche qui l'attendent. Dans son discours d'installation, le maire de la commune de Bangor, Ngana Mourana Joseph, a félicité le secrétaire et le régisseur sortant pour leur dynamisme et appelle la nouvelle équipe à plus de responsabilité et de cohésion dans la gestion des affaires publiques, de travailler dans la transparence et la discipline pour mériter la confiance de la population de Bangor. La commune, ça n'appartient pas aux maires seulement. Les maires et délégués de coordonner les activités
Mais sinon, tout ce que nous devrons entreprendre, nous devons regarder et se rassurer que c'est la chose commune, que chacun de nous trouve son compte dedans. Vous allez partir, mais vous n'êtes pas renvoyé de l'équipe de la mairie de Bongor. Le nouveau secrétaire général de la commune de Bongor, Sebana Daniel, a exprimé sa gratitude pour la confiance placée en lui et s'est engagé à poursuivre les réformes administratives entamées. La cérémonie a vu la présence de plusieurs autorités locales, conseillers municipaux et partenaires au développement, chefs des quartiers et communautés, ainsi que des parents venus témoigner leur soutien à la nouvelle équipe pilier de la commune de Bongor. Sensibilisation à l'éducation, l'ONG Accra œuvre auprès des communautés de Gondi pour favoriser la scolarisation des enfants. Éclairage par Dominique Didéo. Cette campagne de masse vise à relever les défis de la scolarisation des enfants dans la province du Mandoul. À Gondi, c'est une mobilisation hors du commun d'une population sortie massivement de Banlé 1, 2, de Gondi et autres villages environnants qui a réservé un chaleureux accueil aux membres de la délégation et du consortium Accra, GRS et Humanité Inclusion. Soucieuses de l'éducation de leur progéniture, les chefs de village, associations de parents d'élèves et mères d'élèves, élèves et population tout entière est réceptif aux différents messages liés au thème « L'école de demain commence aujourd'hui, éduquer, protéger, inclure ». Tout a commencé par une pièce théâtrale des jeunes mettant en lumière la nécessité d'une éducation inclusive, accessible à tous les enfants, qu'ils soient bien portants ou vivant avec un handicap. Madresem Fortune Bayro, agent suivi éducation de GRS, martèle que l'éducation est l'affaire de tous. C'est pourquoi il faut faire d'elle une priorité dans la formation des enseignants, la construction des infrastructures et dans la mobilisation communautaire de prise de conscience. Domtam Louise, pour sa part, s'est focalisée sur la scolarisation des filles et de son importance. Pour elle, une fille scolarisée comporte d'avantages tels que éviter le mariage précoce, siéger dans les instances de prise de décision, réduire le taux de mortalité et de morbidité, prise de conscience sur les défis liés à la santé et au bien-être. Foretouin Domwa, quant à lui, invite les parents à ne pas stigmatiser les personnes vivant avec un handicap, mais de les aider à se sentir heureuses et les scolariser au même titre que les autres. L'inspectrice départementale de l'éducation du Mandoul occidental, Denero Isabelle, affirme que l'éducation est la priorité des plus hautes autorités et que l'apport de l'ONG Accra Tchad est un tremplin pour améliorer les indicateurs. C'est pourquoi les parents d'élèves doivent prendre leurs responsabilités quant à la scolarisation des enfants. Un jeu concours organisé par Accra a permis aux enfants de gagner quelques lots de matériel didactique. Beram Goto Joël, responsable de la campagne, se réjouit de cette forte mobilisation qui traduit la volonté des parents à encourager l'éducation dans leur contrée, qui est un levier de développement. Pour finir, Joël rassure que son organisation continuera son plaidoyer et son appui pour l'accès à l'éducation pour tous et pour l'autonomisation des femmes. C'est tout pour ce journal. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Portez-vous bien et demain à la même heure.